On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Je suis certain que vous avez un avis, une opinion sur ces bateaux qui, en Méditerranée, vont porter secours aux migrants qui se lancent dans la traversée de l'Europe. Vous trouvez ça formidable ou détestable? Eh bien, voici une histoire qui va vous aider à vous forger une opinion étayée. L'histoire d'Antoine Laurent, qui un jour quitte son métier d'officier dans la marine marchande pour embarquer sur l'Aquarius, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée. Il raconte son aventure dans un livre paru aux éditions Kero, Journal de bord de l'Aquarius. C'est de ce livre que j'ai tiré cette histoire et c'est lui qui débriefera son propre récit. J'ai écrit cette histoire avec Tuc Duel de Dieu le veut, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je suis à bord de ce qu'on appelle un navire de prospection sismique, l'Alizé. C'est un bateau qui, pour la compagnie Exxon, sonde les sous-sols marins des Caraïbes à la recherche de pétrole. Je suis lieutenant et j'assure le quart 9 heures par jour. Et comme tous les soirs, je suis en passerelle, dans le noir, à surveiller les instruments de navigation et à donner des instructions par radio aux rares navires alentours. Ségovia for Alizé. Can you give me your intention, please? Cette nuit-là, disons que l'atmosphère est propice à la réflexion. Je viens de passer 7 ans à apprendre à faire fonctionner toutes sortes de navires, dans toutes les conditions, et avec n'importe quel équipage. 7 ans qui m'ont apporté un salaire confortable, un sentiment d'utilité et un quotidien agréable. Mais ce soir, j'ai le sentiment que ce cycle doit s'achever. Mon travail me semble insensé et mon engagement insincère. Je ne veux plus consacrer ma jeunesse à la recherche d'hydrocarbures. Je ne veux plus contribuer à la recherche d'une substance dévastatrice. Mais je ne veux pas jeter ce que la mer et Exxon m'ont appris. Tout ça a fait l'homme que je suis. Alors comment reconvertir intelligemment ce capital? Je profite du temps passé en mer pour lire la presse. Et durant l'hiver 2015-2016, je suis interpellé par la crise des réfugiés en Europe. Je suis frappé par le manque de solidarité envers ces exilés. Ces gens qui sont nés du mauvais côté de l'histoire. Ces familles entassées dans des embarcations précaires, à la merci des caprices de la mer. En tant que marin, je ne peux pas être insensible à ces scènes irréelles. Au vent glacial qui pénètre dans la peau, aux vagues qui remplissent méthodiquement le fond du bateau. Alors, puisque ces gens meurent injustement en mer, est-ce que moi, qui connais la mer, je ne pourrais pas partir en mission de sauvetage? Attention, hein, ça n'a rien de politique. Rien. Je sais que des opérations de sauvetage sont organisées en mer. Je viens de tomber sur un article qui parle d'une association franco-allemande, SOS Méditerranée. Elle veut lancer un navire de sauvetage entre la Libye et l'Italie. Est-ce que mes compétences ne pourraient pas être utiles dans ce genre de mission? Alors je prends contact avec eux. Oui, voilà, je suis lieutenant dans la marine marchande et je voulais vous proposer mes services. Je vous remercie infiniment, mais la mission est en cours de lancement, les équipages sont déjà constitués, en tout cas pour le moment. Et donc, ma candidature est rangée dans une liste d'attente incertaine. Mon bateau, l'Alizé, est de retour à Dunkerque. Alors je vais saluer mon commandant. Passez de bons congés, Antoine.
Et sachez que ça me fera très plaisir de vous recroiser sur une mission. Vous savez, je crois que je vais pas passer plus de temps dans l'industrie maritime. Je sais pas, j'ai besoin de donner du sens à l'énergie que je dépense. Quand je dis ça à ma compagne et à mon entourage, ils sont un peu surpris de me voir quitter un poste aussi rémunérateur pour une activité de volontariat. Mais moi, je n'ai pas l'impression de faire un sacrifice qui mérite des félicitations. Un soir d'avril, le responsable du recrutement d'SOS Méditerranée m'appelle. Oui, une place se libère à la fin du mois et la directrice voudrait s'entretenir avec vous. À Paris. Eh bien, on y va. Alors, est-ce que vous vous sentez capable, monsieur, de faire face à une situation de stress intense, telle que vous serez probablement amené à en rencontrer à bord de notre bateau, l'Aquarius? Bah, écoutez, je crois pouvoir faire confiance aux réflexes que j'entretiens depuis l'âge de 5 ans, quand j'ai commencé à naviguer sur des bateaux. Mais s'il me lâche, il faudra certainement aller chercher très loin au fond de moi. Là où, je vous l'avoue, je ne suis jamais allé encore. Hein. Donc, pour vous répondre franchement, j'en sais rien. Elle me donne rendez-vous à Trapani, en Sicile, à la prochaine escale de l'Aquarius. Je découvre l'Aquarius amarré au cœur du centre-ville. Il a débarqué la veille 122 rescapés. C'est un bateau modeste par sa taille, 77 mètres de long, mais belle allure. Il est âgé de 39 ans. Il appartient à un armateur allemand et SOS Méditerranée l'affrète pour quelques milliers d'euros par jour. Bien Antoine, je vous présente le commandant. Il s'appelle Alexander. Il est biélorusse. Bonjour Alexander. Здравствуйте, Antoine. Il est secondé par 2 officiers ukrainiens, aussi rustres qu'adorables. 3 mécaniciens viennent de l'Europe de l'Est. Le Bosco est philippin. Et les matelots ghanéens. Et il y a une chose qui me surprend beaucoup. Ils ne s'intéressent pas vraiment à la cause des réfugiés. Alors que moi, je pense qu'il faut épouser l'esprit de l'engagement humanitaire. Bon alors Antoine, je vous explique. L'Aquarius a commencé ses opérations au large de la Libye en février dernier. À ce jour, il a déjà répondu à 6 appels de détresse. Je crois il a secouru 917 personnes. Pendant ce temps-là, les pièces du moteur que les mécanos attendaient sont arrivées. Il est temps de lever l'ancre et d'embrasser le large. L'Aquarius vient de se positionner dans les eaux internationales à une quinzaine de milles des côtes libyennes. C'est ici que la majorité des naufrages sont enregistrés. Pour l'instant, aucune alerte. Mais les embarcations en détresse peuvent surgir à n'importe quel moment. Il faut rester vigilant en permanence. C'est-à-dire de jour surveiller l'horizon à la jumelle et de nuit le radar. Moi, je prends mon quart à 5 heures du matin. Mais, honnêtement, je ne sais pas quoi chercher. Une tâche au milieu de la régularité de la mer. Bon, Antoine, ce qu'on sait grâce aux rescapés, c'est que la majorité des bateaux quittent la plage en début de soirée, dès qu'il fait assez sombre pour ne pas être vu par les gardes-côtes libyens. Et en général, on les voit surgir à l'aube,
Du coup, passé midi, il y a peu de chances qu'on soit sollicité. Hein, à midi, on peut se détendre un peu. Faut en profiter. Hein. Le 4e jour, à 6h51 du matin, notre station satellite Inmarsat reçoit un message Telex du Centre de coordination des secours de Rome. Je me précipite pour le lire. Il nous signale plusieurs embarcations en détresse avec plus de 100 personnes à bord. Nous y sommes. La journée s'annonce intense. Mon rythme cardiaque s'accélère. C'est l'inconnu. Nous voilà sur place. Ok. Antoine, Ralph, Erna et Mathias, vous vous installez dans le canot, on va le mettre à l'eau. Et à peine à l'eau, on met le moteur. Pas de temps à perdre. Quand on arrive sur place, on découvre une centaine de personnes, peut-être 150, entassées comme du bétail sur un pneumatique. Le bateau plie sous le poids de leur corps. La scène, enfin je crois, toucherait même les plus xénophobes. Des femmes, des enfants, des nourrissons assis au milieu d'une masse de corps maigres et frileux, immergés dans un mélange d'urine, de vomi, d'excréments, d'essence et d'eau de mer. Les femmes nous supplient du regard de les sortir de cet enfer. Je m'étais préparé à refroidir mon sang, mais en vérité, je suis bouleversé. Heureusement, ma raison reprend le contrôle. Je mets mon cœur en suspension, étanche à toute forme d'émoi. Ok, les hommes, je mène. Vous vous asseyez sur les boudins du bateau. You sit on the side. Ok? Donc on commence par évacuer les femmes. The woman first. Hein? Notamment les plus fragiles. Celles qui sont enceintes d'abord. The pregnant, ok? Je tends les bras pour attraper l'une de ces femmes. Et aussitôt, les autres se ruent vers moi, comme une grappe de muscles enlacés. Une vraie scène de lutte pour la survie. Ok, recule le bateau, sinon on va être submergé. Mes 2 rescapés s'accrochent et ils tombent dans l'eau. Et ils savent pas nager. Et leurs gilets de sauvetage ne sont pas attachés. Et nous, on les regarde déjà comme des condamnés à mort. Mais on les récupère in extremis. Et finalement, on réussit à prendre une quinzaine de personnes à bord pour faire une première navette vers l'aquarium. Après une dizaine d'allers-retours, l'opération est terminée. On perfore les boudins de leur misérable bateau et on jette le moteur à l'eau. Au moins, celui-là ne pourra plus servir. De retour au port, l'ambiance est étrangement calme. Sur le quai, une centaine de personnes attendent les rescapés. On leur donne une pancarte avec un numéro. On les prend en photo. La Croix-Rouge leur distribue des sacs avec à manger et à boire. On leur donne aussi un document qui décrit leurs droits en 4 langues. On prend leurs empreintes digitales et on les met dans des bus en direction du centre d'hébergement. Les rescapés redeviennent des migrants. Et nous repartons avec un nouvel équipage. Moi, j'assure la continuité, c'est-à-dire que je me retrouve à former des gens pour une mission que je connais à peine. Et dès le lendemain matin, nouveau sauvetage. On vient de récupérer un bébé camerounais. Il souffre d'une pneumonie. Il est en état de déshydratation sévère. Je dirais pronostic vital engagé. D'après le médecin de Médecins sans frontières qui est à bord avec nous, il est en danger de mort. Heureusement, l'Italie nous envoie un hélicoptère pour amener l'enfant et sa mère à bord d'un bateau militaire. Il est sauvé. Sauvé.
Et dans la foulée, nouvel appel. Un remorqueur italien a chargé 250 naufragés et il est en détresse. Nous ne sommes pas équipés pour ça, hein. Nous n'avons pas assez de vivres, hein, et aucun médecin à bord, hein, pour soigner les cas les plus graves. Nous avons les femmes enceintes, les nourrissons malades et les blessés par balle. Hein. Nous demandons assistance de toute urgence. Hein. Et c'est à nous de tenter d'aller récupérer les naufragés qui sont à bord de ce remorqueur. Et c'est dangereux. En s'approchant trop près du remorqueur, on risque d'endommager notre Zodiac. On va poser des parabattages sur le Zodiac. Ça devrait nous éviter des crevaisons. Et à coup de 8 à 10 rescapés par aller-retour, il nous faut 4 heures pour évacuer les 256 passagers recueillis par ce bateau italien qui n'était pas du tout équipé pour sauver des gens. Le commandant du remorqueur me regarde. Il y a de la reconnaissance dans ses yeux. Nous venons de vivre un beau moment de solidarité entre gens de mer. Par la presse, on est au courant de la responsabilité qu'on nous fait porter sur l'immigration clandestine en Europe. On sait que l'extrême droite nous accuse de jouer les taxis sous couvert de bienveillance humanitaire. Oh putain, regarde ce qu'ils racontent. Ils disent qu'on se coordonne avec les Libyens pour récupérer la marchandise en mer. Et là, regarde. Ils nous accusent carrément, les gars, de complicité avec les trafiquants. Ils écrivent que de la merde, quoi. C'est le début d'une longue campagne de dénigrement. Et notre organisation n'est pas du tout armée pour contrer cette campagne démagogue. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour la gloire. Et surtout pas pour l'idéologie. On est là parce qu'il nous semble insupportable de voir des gens se noyer sans tout faire pour les aider. Point. Et non, nous ne créons pas d'appel d'air. Et non, nous n'encourageons pas les migrants. J'ai parlé avec eux. Leur motivation n'a rien à voir avec l'aide qu'ils pourront rencontrer sur leur parcours. Que l'aide existe ou pas, ils braveront tous les dangers dans un seul but. Fuir le désespoir, voire la mort. Sans notre présence humanitaire, leur migration serait tout aussi clandestine, mais bien plus dangereuse. C'est tout. Voilà. Il est 4 heures du matin. C'est une nuit sans lune. L'horizon est invisible. Aquarius, répondez. Aquarius, écoute. Nous avons repéré une embarcation forte probabilité qu'elle transporte des migrants en détresse. Vous allez sur zone, je vous envoie le point GPS. On s'approche de la zone. On allume les projecteurs. Difficile de savoir combien ils sont à bord. D'après ce que je vois à la jumelle, je dirais qu'ils sont entre 60 et 100 à bord. Mais nous, plus on s'approche, plus on s'aperçoit que ce bateau en bois est beaucoup plus grand qu'on ne se l'imagine. Alors je colle mon canot au bateau, je monte sur le boudin pour jeter un œil à l'intérieur. Et dans le faisceau de ma lampe frontale, je vois des dizaines, peut-être des centaines de personnes tétanisées. Johan pour Antoine. Ils sont beaucoup plus que 100 à bord. Hein. Je pense qu'ils sont au moins 400, voire 500 sur ce bateau. 4 à 500. Putain, ça dépasse nos capacités, ça. Mais le bateau ne s'arrête toujours pas. Oh! Oh! Arrêtez le moteur! Stop the engine! Stop! Mais aucun n'a l'air de savoir s'y prendre. Ils ont juste l'air de savoir tourner le volant. Tant pis, on fera une bonne partie de l'opération Les Bateaux en marche. Le plus dangereux, c'est quand nous aurons débarqué les personnes du pont supérieur et que celles qui se trouvent à l'intérieur vont vouloir sortir pour respirer l'air frais. Car ce sont elles qui assurent la stabilité du bateau. Merde! Merde, un homme vient de se jeter à l'eau sans gilet. Au prix d'une manœuvre acrobatique, j'ai réussi à le faire monter à bord.
On en a déjà évacué 500. Et il en reste plein sur le pont de ce bateau en bois. Je comprends pas, enfin, comment est-ce qu'il peut y avoir autant de monde sur ce bateau? C'est inimaginable. On apprendra plus tard qu'ils étaient 722 sur ce bateau. 722, record absolu. Et quand on monte à bord, on s'aperçoit que c'est un bateau tout neuf. Le bois est encore frais. Il a été construit spécialement pour la traite humaine. Après les sauvetages, on parle toujours avec les rescapés. Ils nous racontent qu'ils étaient assis tête bêche, les genoux sur le front, les bras autour des tibias, sans 1 centimètre de marge pour bouger. Il a fallu 2 heures pour les embarquer dans le petit port de pêche de Sabrata, en Libye. And how much did you pay? How much? Ah, $2,000. Ils ont payé 2000 € chacun pour cette traversée. 2000 €. La traite humaine est une activité économique à part entière. Et franchement, on ne peut pas construire un bateau de 20 mètres et charger dessus 722 personnes sans que les autorités libyennes ne soient d'accord. Ils cautionnent ça, c'est sûr et certain. Le trafic d'êtres humains n'est pas que l'affaire de quelques milices insoucieuses. C'est un contributeur direct de l'économie nationale libyenne. Un avion militaire européen vient de signaler une nouvelle embarcation en détresse. C'est un pneumatique. Je peux pas vous dire combien il y a de personnes à bord. Il faut qu'on y aille. Heureusement, un bateau militaire irlandais vient de surgir de l'horizon. Ils nous promettent qu'ils vont s'occuper de détruire le bateau en bois qu'on vient d'évacuer. Sur place, je constate que l'embarcation est en bon état. Mais ils sont en panne. Ils sont en panne depuis plusieurs heures, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Malheureusement, avec les 722 personnes qu'on a à bord de l'Aquarius, impossible d'embarquer une personne de plus. Impossible. Alors on reste plus de 2 heures, bord à bord, avec eux. Sir, why do we wait? Pourquoi on attend? On attend du renfort. Ils croient tous que l'Europe est proche. C'est ce que leur ont dit les passeurs. Mais non, l'Europe est à plus de 300 km d'ici. Sur le pneumatique, une femme assise à l'arrière me fixe avec désespoir. Et dans le fond de ses yeux brûlés, je perçois sa fatigue et sa douleur. En quoi cette femme mérite-t-elle un tel sort? Comment certains peuvent-ils croire que son instinct de fuite est une menace à combattre comme on combat une idéologie ou un ennemi? Si je tends la main à cette femme qui semble avoir mon âge, c'est parce que l'histoire de nos peuples se touche ici, au milieu de la Méditerranée. Elle est dans une position de détresse, et moi de secouriste. L'histoire est ainsi faite. C'est un navire de Frontex qui récupérera ses passagers. Un bateau qui a pour mission d'habitude d'intercepter les embarcations. Et s'il intervient aujourd'hui, c'est parce que toutes les capacités de secours sont dépassées. Les autorités italiennes nous communiquent le soir même le bilan de la journée. 6000 personnes ont été secourues aujourd'hui sur 39 embarcations en détresse. 9 personnes se sont noyées, dont une femme enceinte. Ma mission est terminée. Le soir de notre arrivée au port de Catane, en Sicile, je reçois un appel de l'un des responsables de SOS Méditerranée en France. Nous voulions vous proposer de rejoindre le siège de l'organisation. Votre expérience à bord et vos compétences en matière d'organisation aussi sont intéressantes. On a besoin de gens comme vous, Antoine. J'accepte sans trop hésiter.
Je m'engage à construire sur le long terme, pierre par pierre, un dispositif humanitaire encore balbutiant. Ce soir d'octobre, sur les quais de Catane, je lève les yeux vers la sortie du port. Il est temps de dire au revoir à ma vie de marin. Cette vie que j'ai tant appréciée et qui m'a tant appris. Et je veux vous le dire, notre ambition n'est pas de sauver toujours plus de vies pour honorer nos consciences. Non, la finalité est de ne plus avoir à le faire, de ne plus avoir à revenir à bord de l'Aquarius pour y défier la mort. Mais comment convaincre quand on a le rôle de l'accusé? La tâche est ardue. J'ai tiré cette histoire du livre d'Antoine Laurent aux éditions Quérault, Journal de bord de l'Aquarius. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire d'Antoine Laurent, cet officier de marine qui, en 2016, a lâché son métier pour rejoindre l'équipage de l'Aquarius, le bateau de l'association SOS Méditerranée qui porte secours aux migrants en route vers l'Europe. Et c'est une histoire que j'ai tirée de son livre Le journal de bord de l'Aquarius aux éditions Quérault. Et je suis avec lui pour le débrief, bien sûr. Alors Antoine, je suis certain, peut-être d'ailleurs malheureusement pour vous, que ça n'a pas fait changer d'opinion qui que ce soit, ce témoignage. C'est-à-dire que les gens ont des a priori et ils sont quand même pas prêts à les lâcher tout de suite. J'ai espéré, en écrivant ce livre, que ça puisse changer quelques consciences, au moins mobiliser du monde sur cette cause qui, encore aujourd'hui, perdure. Mais je crois quand même qu'une bonne partie de la population reste, moi j'appelle sceptique, c'est-à-dire sans opinion tranchée, sans avis clair, parce que c'est un contexte compliqué, c'est un phénomène difficile à mesurer. Quand on est en France, comment imaginer ce que peuvent vivre des gens qui quittent leur foyer à tout prix, traversent l'enfer, prennent autant de risques en Méditerranée, et ensuite, quand ils se retrouvent en Europe, ont tant d'épreuves à surmonter. Nous, en simple français, je dirais, on a du mal à se projeter dans leur vie. Et donc, je pense que c'est en expliquant ces parcours-là, c'est en expliquant à quel point c'est difficile d'assister ces gens, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, que peut-être on peut soulever une forme d'empathie dans la population et renforcer cette force de solidarité qui existe déjà, mais qui a besoin de support. Vous dites que si on amenait tous les sceptiques en mer, ils changeraient d'avis. Ouais, je crois qu'on n'a même pas besoin de tous les amener. C'est simplement. Enfin, ça serait déterminant. Oui, je pense que ça aiderait. Moi, en tout cas, je suis arrivé dans cette mission simplement porté par ce sentiment dont vous parliez dans le récit de solidarité des gens de mer, que j'ai même expérimenté avec des marins qui, eux, se retrouvaient par là, par hasard, qui n'étaient pas là pour une mission humanitaire. Moi, je suis arrivé là-dedans comme ça, sans aucune. A priori aucune ambition politique quelconque, c'était parce que je sentais bien qu'il y avait un besoin d'assistance. Et c'est en sortant de cette mission, et même assez rapidement, une fois l'avoir vécu, que je considérais bien que c'était indispensable de faire cela. Parce que si on ne le faisait pas, ces gens mourraient, parce que ces gens, de toute manière, tenteraient de traverser. Ils n'ont pas d'autre choix que de tenter de traverser. Et parce que les États, malheureusement, se retirent petit à petit depuis des années de cette zone, il n'y a plus l'assistance qu'il y avait autrefois. Les ONG sont obligées de prendre le relais, mais n'ont pas les capacités de le faire à l'échelle convenue. Et donc, on est obligé de le faire comme ça, un peu de manière archaïque, avec des petits moyens, parce que ça reste des associations. Parce que ce que disent les gouvernements qui vous critiquent, en général, c'est qu'il y a une complicité objective avec les migrants qui traversent la Méditerranée. C'est compliqué de les convaincre de l'inverse. Alors déjà, il faut établir la vérité sur l'essence de l'engagement des ONG et la façon dont elles opèrent. Nous, les ONG n'ont aucun lien avec les passeurs qui sont basés en Libye et qui organisent ces départs. Pas un coup de fil, pas une rencontre, pas... Non, on n'a aucun lien avec eux et on n'a aucune raison, on n'a rien à leur échanger. Ils savent parce que c'est ça, moi je ne fais que reprendre des arguments. Hein. Ils savent qu'on est là, bien sûr. Ils savent les que ONG, vous êtes là. Est-ce qu'ils savent précisément où vous êtes au moment où les embarcations décollent ? Oui, plus ou moins. Enfin, la zone, en fait, elle est quadrillée depuis des années par plein de bateaux, que ce soit des ONG, des bateaux militaires, des bateaux des gardes-côtes italiens. Donc, c'est une zone qui fait déjà plus de 200 km de large, donc c'est assez vaste. Vous avez beau avoir plusieurs dizaines de navires qui
qui patrouillent, ça reste extrêmement vaste. Et puis c'est aussi une zone géographique où, vous en parliez dans votre reportage, l'État libyen, la zone permet aux passeurs d'opérer. Il y a d'autres zones sur la côte méditerranéenne où c'est moins facile. Là, ils peuvent le faire en totale impunité, donc ils le font. Et effectivement, ils savent qu'il y a des navires de sauvetage au large. Mais moi, ce que je dis, c'est que, en fait, ils abusent du droit international maritime. Ils envoient en mer des gens en les condamnant avec le risque énorme que beaucoup d'entre eux y périssent. Et puis ils se disent, si certains d'entre eux peuvent être secourus, tant mieux pour eux, mais les passeurs, ils s'en foutent. C'est pas la clé de l'envoi des bateaux par les passeurs. Le passeur, il veut se faire de l'argent. Ouais, c'est sa seule motivation. C'est sa seule motivation. Ouais. Il n'est pas là ni pour embêter l'Europe, ni pour faire plaisir à des migrants. Il est là pour faire de l'argent. Question souvent posée par les sceptiques. Pourquoi est-ce que vous ne les ramenez pas en Libye, puisque le sens de votre mission est de les sauver de la mort? Oui, c'est vrai que si on suivait bêtement le droit international, l'idée en théorie, c'est de les ramener dans le port le plus proche, le plus sûr. Sauf que le problème, c'est qu'on pourrait les renvoyer en Libye, mais la Libye n'est pas un endroit sûr, loin de là. L'enfer libyen qui a été reporté par plein de rapports, plein de livres, plein de reportages, est absolument terrible. Les gens sont constamment battus, frappés, violés, torturés, soumis au travail forcé. Il est impensable déjà, d'un point de vue purement moral, de les renvoyer en Libye, et puis d'un point de vue juridique, c'est contraire au droit. Malheureusement, l'Union européenne le fait. Et nous, en tant qu'ONG, évidemment, on ne peut pas le faire. Votre avis sur l'immigration, parce qu'il est intéressant. Il faut se remettre au début de l'histoire. Bien, votre avis aujourd'hui a sans doute beaucoup évolué. Mais au moment où vous montez sur ce bateau, vous êtes pour laisser faire? Vous êtes pour gérer et limiter, encadrer? Vous êtes dans la crainte, comme le sont certains, que ça change la nature culturelle de l'Europe? Vous en êtes où? C'est vrai que ma réflexion sur le sujet a beaucoup évolué parce que je suis rentré là-dedans sans ne rien y connaître au phénomène migratoire. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Et puis après, quand j'étais dans les bureaux, vous racontiez la fin du récit, où là j'ai commencé à avoir une vision plus globale de cette situation en Méditerranée, puis encore après au-delà. Évidemment que la souveraineté des États, c'est un principe de base du droit international, elle doit être respectée. Les frontières qui définissent cette souveraineté ont raison d'exister. Et la souveraineté dépend aussi de la manière dont le flux des populations est régulé. Donc, moi, je ne suis pas là à dire il faut ouvrir les frontières bêtement et accueillir tout le monde. Et on va régler tous les problèmes et il n'y aura plus de morts aux frontières. Le problème, ce n'est pas la frontière. Le problème, c'est la façon dont les États étanchéifient leurs frontières avec des pratiques ultra-violentes. Et on peut imaginer des franchissements de frontières dans la règle, sans que les gens aient à prendre des risques incommensurables. On le fait avec un principe de base qui s'appelle le visa, que la plupart des gens connaissent. Mais il s'avère que pour ces personnes-là que nous, on est forcés de secourir en Méditerranée, ils sont considérés comme des indésirables par les pouvoirs publics européens, par une partie de l'opinion européenne la plus vocale. Et donc, on leur fait subir les pires horreurs, considérant que ça doit être un peu le bouc émissaire de si l'Europe est un peu en perdition aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Donc, on va les repousser avec une politique dissuasive un peu absurde, en se disant plus on va pourrir leur parcours, plus on va leur faire des obstacles infranchissables, et moins ils seront tentés de partir de chez eux. Et c'est là où j'ai aussi découvert sur le phénomène migratoire, c'est que ce qu'on appelle la migration forcée, il n'y a pas d'ambiguïté. Ces gens-là n'ont pas le choix, parce qu'ils sont dans un désespoir profond, ou voire même dans une menace de mort. Ils n'ont plus de perspective d'avenir. Et n'importe qui, nous le ferions pareil, d'ailleurs beaucoup d'entre nous le font, quand on n'a plus de perspective dans la ville ou le village où on habite, on part ailleurs. On peut le faire parce que la société dans laquelle on vit le permet. Il y a plein de gens, ils ont ce même réflexe que nous on peut avoir. Et mais à l'échelle du monde. Parfois, alors beaucoup des migrants, on ne le sait pas, mais la plupart des migrations se fait déjà au sein d'une même frontière ou entre deux États voisins. Et les gens qui arrivent jusqu'aux frontières européennes, c'est une proportion très infime du nombre de migrants qui circulent à travers le monde. Donc, quand on entend les débats de « faut pas accueillir toute la misère du monde », si déjà au moins on pouvait se préoccuper des gens qui se présentent à nos frontières et éviter de les laisser mourir à nos frontières en mer ou sur des barbelés, déjà, ce serait honorable. Alors, vous insistez bien là-dessus, mon moteur n'est pas politique. Je ne suis pas là pour l'idéologie. Puis on a un petit doute quand même, parce que depuis, vous êtes devenu conseiller politique d'un député écologiste. Je ne le suis plus maintenant, mais oui, il l'ai été après. Vous l'avez été après. Je l'ai été dans le passé. Oui. Et puis tout est politique.
Oui, et en fait effectivement, au début, c'est une motivation humaine assez basique. Et en fait, on se rend compte que ce sujet est extrêmement politique. Il ne peut pas être autre chose que politique. Oui, c'est un peu non pas une découverte, mais Ouais. il est politique. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les droits humains, que moi je croyais ancrés en nous, dans notre ADN, sont remis en question. Cette remise en question se traduit par un débat politique qui me fait un peu peur. Parce que, Et dont le contenu, serait et qu'il meurt, au fond. oui, il y a des gens, et notamment à l'extrême droite, qui remettent totalement en question le concept Solidarité de humaine. droits humains, de solidarité humaine universelle, et qui sont prêts à affirmer en toute, toute impunité qu'il n'y a pas de problème à laisser des gens mourir, considérant que c'est pour protéger l'intérêt des Français. Mais on va où là ? Enfin, est-ce qu'on peut se remémorer toutes les horreurs qui se sont passées dans le passé et éviter de les reproduire ? Là, c'est là où moi je me rends compte qu'effectivement, c'est un débat très politique. Et on l'a vu, on l'a même expérimenté dans les ONG quand on s'est fait prendre des bâtons dans les roues par les autorités. On a bien vu que c'était pour des motivations politiques. Politique. Euh, Mais votre petit moteur, à vous, il est quoi ? Je ne sais pas, alors... Vous avez une tête de gendre idéal. Donc on se dit, peut-être il est catho à la base. je ne suis pas très catho, non. Non, Je respecte les catholiques, mais je ne le suis absolument pas. vous êtes humaniste, et c'est quoi le petit moteur ? Ouais, j'aime bien l'idée de réhabiliter la notion d'humanisme. L'idée que si on veut avancer dans notre société, tous en bonne santé, avec une perspective enviable, eh ben, il faut avoir un esprit de solidarité universelle. Voilà, et que tous sur cette même planète qui se retrouve un peu bouleversée par des années et des années d'émissions de gaz à effet de serre ou destruction de la nature, si on veut faire face à tous ces défis qui se dressent face à nous, eh ben, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on soit solidaire, et cette solidarité, elle passe par la notion d'humanisme, d'aider des gens qui sont dans le besoin, que nous, quand on est en capacité d'agir, eh ben, on exploite cette capacité, comme je peux le faire moi. Tout le monde n'a pas cette chance de le faire de manière intelligente. C'est-à-dire, comme c'est ce qui m'a motivé à aller à l'Aquarius, vous le disiez dans le récit, je savais naviguer, utiliser des bateaux, et ben je me suis dit je vais faire ça plutôt que de faire autre chose sur un camp de migrants, je ne sais où, en Grèce. Donc, et j'encourage quiconque, parce que la solidarité, là, c'est sûr que ce qui se passe en Méditerranée, c'est un peu spectaculaire. Beaucoup sont admiratifs, beaucoup critiques, mais il y en a beaucoup qui sont admiratifs de ce qui se passe en Méditerranée. Mais la solidarité, elle peut s'exprimer quotidiennement, mais à des échelles très locales, dans tout le territoire français et européen. Vous dites notre mission n'est pas d'honorer les consciences. Je crois que oui, quand même. C'est-à-dire que chaque homme est renvoyé à sa propre conscience. Si les hommes qui sont embarqués dans des aventures comme ça ne cherchent pas à honorer leur conscience... Ouais, en fait, je pense que c'est une conséquence de la mission. Mais je ne crois pas que ce soit en tout cas pour moi, c'est pas une motivation première. De se regarder dans la glace en disant ouais. Je suis pas un salopard, je suis un chic type. Alors, j'aime bien dire que je suis fier de ça, de faire ça, parce que je crois que la fierté, elle est importante pour tout le monde, mais de là à tomber dans le narcissisme, c'est quand même pas... On va pas jusque-là. Oui, un peu quand même, ou pas ? Non, ou c'est une résistance. Allez, on s'empêche de s'admirer. Non, mais il y a on n'a pas besoin de ça. On se dit quand même... Mais on est fier, et je pense que cette fierté, elle a vocation à être contagieuse, parce que c'est grâce à cette fierté c'est ce qui donne la motivation. On a accompli des choses et on le partage avec d'autres proches, ou même avec ses enfants. Voilà, c'est une fierté qui motive au quotidien, mais on n'est pas là à s'admirer tous les jours. Ok. La question du revenu. Vous en parlez à plusieurs reprises de ça. Est-ce qu'on peut savoir quel est le hiatus entre le salaire d'un lieutenant de la marine marchande et d'un volontaire de SOS Méditerranée? Ça gagne combien un volontaire de SOS Méditerranée? Malheureusement, ça ne gagne pas beaucoup, parce que c'est une association qui a pas de sous. Qui a des financements, mais qui sont un peu limités. C'est un peu un peu au-dessus du SMIC. Là, aujourd'hui, je ne sais pas. Autour du SMIC. Un peu au-dessus, oui. Donc vous divisez par 3 ou 4? Par 2 et quelques. Ouais. 2 et quelques. Ouais, 2 ou 3. On n'élève pas des enfants avec ça. On ne construit pas une vie avec ça. Non, c'est ça qui est compliqué. Oui, de toute manière. C'est un peu réservé à la jeunesse ou à la retraite, le volontariat.
Ouais, alors c'est vrai que beaucoup de retraités sont volontaires, et tant mieux. De toute manière, les missions des sauveteurs sur les navires de sauvetage n'ont pas vocation à devenir des métiers ou des vocations à long terme. Moi, j'ai toujours dit aux sauveteurs C'est quelques mois. que j'ai recrutés et que j'ai suivis, c'est bien de les fidéliser un peu parce que c'est une mission compliquée où on a besoin d'avoir de l'expérience, etc. Mais souvent, je leur disais, quand vous commencez à sentir que être sur l'Aquarius devient normal pour vous, sortez. Pourquoi? Parce que ça doit rester une mission extraordinaire. Faire face à la mort régulièrement, être dans un microcosme en autarcie totale, déconnecté de la société, ça déshumanise. C'est un peu paradoxal, mais ça déshumanise. Et moi, j'ai croisé des personnes qui sont engagées dans l'humanitaire depuis longtemps, notamment chez Médecins sans frontières. Oui, parce que les Ça gars m'a un peu des inquiété. MSF qui sont à bord, ils en sont Eux, à ils leur font ça depuis 50e mission. exactement, depuis des années, dans plein Ouais. de terrains d'action différentes. Et c'est un peu inquiétant. C'est des gens qui... Alors, j'ai énormément d'admiration pour le dévouement qu'ils ont, mais je pense que ce qui maintient justement, qui vous préserve peut-être soit du narcissisme, soit de d'autres vices, c'est de garder les pieds sur terre, de garder des liens avec vos proches et de ne pas vous déconnecter à être dans une mission hors du temps, à vous sentir comme un héros. Ouais. Ça évite aussi d'avoir trop de névrosés à bord, finalement. Parce Mais qu'on la peut santé avoir des gens mentale qui est... remplissent leur vie Ouais. avec le volontariat. Oui, oui, on peut en faire. Il vaut mieux des gens bien dans leur basket que des gens ça. qui remplissent leur Si vie. j'avais une intention derrière, quand même, tout ça, c'était mon travail, c'était de faire en sorte que la mission tourne. Et la santé mentale des sauveteurs, elle est capitale. Et quand on fait face à des situations de détresse, de stress intense, où on doit travailler dans une équipe ultra resserrée, avec des gens qu'on ne connaît pas, de nationalités différentes, de compétences et d'origines différentes, il faut avoir une stabilité mentale un peu hors pair, et une gestion de la fatigue, une gestion de son propre ego, de son propre... voilà, de son vivre ensemble qui est importante. Et c'est pour ça que quand les gens commencent Ouais. à perdre pied, À trop investir. à trop investir notamment, eh bien on essaie de le gérer en les écartant de la mission pendant quelques mois, on leur dit de revenir plus tard. Il y a une erreur d'orientation pour vous au début, Dans finalement. la marine marchande. Ouais. Si aujourd'hui, avec le recul, vous faites le bilan, au début, vous vous plantez. Alors bien sûr, votre savoir acquis dans la marine marchande vous permet d'enclencher cette aventure et une nouvelle vie, mais à la base, il n'y a absolument rien de commun entre l'humanitaire et piloter un bateau pour un pétrolier. Oui, c'est sûr. Oui, il y a une erreur. Alors en fait, oui, j'ai vu un peu comme ça à un moment, et puis je me suis dit qu'il fallait s'en servir. La marine marchande, ça m'a appris énormément de choses, pas uniquement sur le plan technique, mais aussi humain, et sur la compréhension du monde, la compréhension de l'industrie, la compréhension de la mondialisation. Et je vous avoue que là, aujourd'hui, et depuis que j'ai quitté l'Aquarius, où je m'engage plus sur des sujets de société en lien avec la politique ou autre, ça me sert beaucoup parce que j'ai eu un parcours assez atypique et qui aujourd'hui m'aide à avoir une vision un peu différente de la Vous norme. rend différent. Peut-être me dans le rend milieu différent militant. et me permet d'avoir un regard et peut-être des idées un peu différentes des autres qui ont un parcours entre guillemets plus classique qu'on croise en politique. Vous n'évoquez jamais la notion de danger dans votre récit, dans votre livre. Est-ce que c'est parce que votre métier de marin, vous y avez préparé? Parce qu'il y a un danger, il y a plein de dangers. Il y a le danger de tomber à l'eau, il y a le danger d'être contaminé par des maladies. Enfin, il y a tout un tas de dangers dont vous ne parlez pas du tout. Oui, en fait, le plus gros danger que moi j'avais identifié, c'est le danger psychologique pour les sauveteurs. Hein, j'entends, Ouais. les migrants, eux, sont Oui, exposés à d'autres dangers, enfin psychologiques bien sûr, mais sur bien d'autres. En fait, après, les dangers physiques, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on est quand même on se protège assez bien, on a des procédures assez carrées, et même si un sauveteur tombe à l'eau, en général, il a un gilet, il sait nager, les autres autour sont ultra vigilants, donc ils peuvent le récupérer en quelques secondes. Les maladies, en vérité, il n'y en a pas. Enfin, il y en a très peu. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une contagion aussi... Ouais. aussi Donc il n'y a pas féroce. de danger. Non, Pas tant que ça. et puis vous avez une équipe médicale à bord, donc dès qu'il y a un Ouais. problème, ça Ouais. réagit vite. Ouais. Non, c'est quand même c'est relativement serein. C'est vraiment le danger psychologique qui, moi, a pu dévaster certaines personnes à bord. C'est étonnant ce que vous racontez sur les équipages de ces bateaux. Je parle de l'équipage de base. Hein. Ouais. Ils ne sont pas du tout investis dans la cause. Au fond, ils sont sur l'Aquarius, ou aujourd'hui sur l'Ocean Viking, puisque SOS Méditerranée a changé de bateau depuis, en 2019, comme s'ils étaient sur un cargo de la CMA-CGM, quoi. Oui, effectivement, au début, en fait, ils sont embauchés. Les ONG, elles louent des bateaux Oui, avec l'équipage. avec l'équipage, qui, s'ils ne travaillaient pas pour une ONG, ils travaillaient pour une plateforme pétrolière ou je ne sais. Et donc, ils se retrouvent là un peu par hasard. Mais quand même, l'Aquarius, on a travaillé avec ce même équipage pendant plus de 2 ans.
assez rapidement, au bout de quelques mois, ils étaient très investis. Oui, parce que là, l'ambiance à bord ne ressemble à rien à celle d'un cargo. Non, bien sûr, c'est très différent. Les équipes, le soir, ça... Déjà, il y a des équipes ça détend, ça plus étoffées rigole, ça fait la fête un cargo. peu. Ça... Oui, sur les cargos aussi, mais oui, c'est une équipe sur les cargos aussi. plus hétérogène, plus étoffée, et sur une mission qui, en fait, rassemble tout le monde. C'est pas juste transporter des bouts de cailloux d'un bout à l'autre du monde. C'est vraiment une mission qui unit. Et non, vraiment, les marins, au bout d'un moment, se sont investis. Il y a même des marins avec qui on a travaillé au début qui maintenant travaillent pour SOS Méditerranée. Ils sont devenus sauveteurs. Notamment un, vous parliez, qui était pilote de Zodiac. Donc, si, ils s'investissent énormément in fine. Ouais. Vous n'êtes plus à SOS Méditerranée. Non. Mais vous savez ce qu'il advient d'eux aujourd'hui. Ils ont donc un nouveau bateau. On entend parler d'eux de temps en temps, et puis plus. Ça veut dire qu'ils sont pas tout le temps en mer? Oui, ils ont. Alors, l'Aquarius, malheureusement, n'a pas pu continuer d'opérer à partir de fin 2018 parce qu'il a perdu son pavillon suite à des pressions diplomatiques. SOS Méditerranée a réussi à récupérer un nouveau navire donc l'Ocean Viking. Quelques mois plus tard, l'Ocean Viking, sous pavillon norvégien. Et ça fait depuis lors qu'il navigue et qu'il fait des opérations à un rythme un peu moins soutenu qu'à l'époque de l'Aquarius, mais parce qu'il y a toujours beaucoup de bâtons dans les roues qui sont mis dans les ONG. Ils sont obligés de faire des trajets beaucoup plus longs, ils sont bloqués au port assez régulièrement, ils ont beaucoup de chantiers à faire, etc. Mais ils sont toujours en mer et encore en ce moment, ils font des sauvetages encore aujourd'hui. Je suis allé sur le site d'SOS Méditerranée, on va finir avec ces chiffres. SOS Méditerranée a secouru 37 000 personnes depuis 2016 et a constaté la mort de 21 000 migrants qui ont traversé la Méditerranée, qui ne sont pas arrivés au bout toujours depuis 2016. Merci beaucoup Antoine Laurent. Votre livre s'appelle « Journal de bord de l'Aquarius » aux éditions Kero. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.